Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité pour ce premier temps de parole aujourd'hui, c'est Madame le vice-recteur, Madame Costantini, elle est avec nous. Madame le vice-recteur, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, comment ça se passe dans nos écoles? Comment nos gamins ici à Mayotte réagissent aux événements qui se sont passés en métropole? Est-ce que vous avez des remontées? Alors bien sûr, on a des remontées de ce qui se passe dans les écoles. Vous avez invité tout à l'heure, oui, au téléphone, Monsieur Ourcade, qui vous a vraiment exprimé avec beaucoup d'exactitude ce qui se passait dans les établissements scolaires. J'ai reçu hier l'ensemble des chefs d'établissement. On a donc fait un point sur la manière dont ces événements ont pu être reçus, puisque effectivement Mayotte est un territoire français et a pris de plein fouet ces événements et ce massacre qui a été perpétré en métropole. Je crois que c'est quelque chose de très compliqué, dont on ne parle pas avec légèreté, en effet. Et en même temps, c'est quelque chose qui doit nous servir de prétexte pour se rendre compte que l'école est vraiment le lieu où on peut éclairer les consciences, où on peut faire vivre le débat et où on peut permettre aux jeunes, et on a des jeunes sur le plateau, leur permettre de comprendre ce qui se passe, de ne pas avoir peur de dire les choses, parce que il faut avoir confiance et il faut pouvoir poser des questions pour essayer de se construire, acquérir des connaissances et du coup... Plus à l'école qu'à la maison avec les parents ? C'est pas plus, mais on sait très bien que l'éducation se fait de manière multiforme et que c'est par les échanges et les rencontres que l'on arrive à se construire. Alors clairement, Madame le vice-recteur, est-ce que c'est pas un peu plus compliqué ou différent ici à Mayotte où 98% de la population est musulmane par rapport à la métropole avec les risques d'amalgame que l'on craint ou que l'on a pu craindre? Est-ce que c'est pas plus compliqué de parler de ce problème, et notamment avec la caricature du prophète avec nos gamins? Écoutez, moi je ne vais pas dire que c'est plus compliqué, il faut faire... c'est différent. C'est totalement différent, ouais. Mais de toute manière, la France est un pays qui est multiforme lui aussi, et qui permet à chacun de faire vivre ses croyances. Il faut être capable de faire la différence entre les croyances et puis les connaissances, et personne n'a le droit d'interdire à chacun de penser exactement ce qu'il souhaite. L'important, c'est de pouvoir, de s'assurer que c'est bien de la liberté de conscience dont il s'agit et qu'il n'y a pas d'embrigadement ou d'enrôlement. Et c'est en ce sens qu'il est très très important que ces événements puissent être liés aux enseignements traditionnels et quotidiens que suivent les élèves pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre de la distance, petit à petit prendre du recul et être capables de se positionner en tant qu'adultes. Alors du côté de Mayotte, ça se passe plutôt bien ici, et pourtant il y a eu quand même quelques cas. On va pas forcément citer les établissements pour éviter la stigmatisation. Comment, quand il y a un cas d'un gamin un peu ou rebelle ou qui exprime quelque chose qui le touche, parce qu'on peut le comprendre aussi, mais qu'il exprime avec ses mots, entre guillemets la révolte de l'ado, où on rajoute là-dessus les événements de Charlie Hebdo, comment on gère ça dans l'école ? Alors, il n'y a pas de recette. Hein. Il n'y a pas de recette. Je pense qu'il faut une grande proximité. Après, il faut bien différencier deux choses. L'école est un lieu d'expression, c'est un lieu où on doit pouvoir poser des questions. En revanche, ça n'est pas le lieu de toutes les provocations. Et donc, il faut pouvoir bien différencier ce qui est de l'ordre de la provocation et ce qui est de l'ordre de l'inquiétude, parce qu'en effet, ce sont des choses qui peuvent inquiéter. Après, comment on le traite collectivement. Il n'y a pas une personne face à ce jeune. Non, il n'y a pas de spécialiste. Ouais. Il y a des personnes, il y a des fonctions. Et il y a des gens qui peuvent, par des biais différents, aborder la problématique pour essayer justement de désamorcer le problème et de faire en sorte qu'on se serve de connaissances
qui sont acquises en histoire-géographie, en français, M. Ourcade a bien dit que c'était l'affaire de tous. Hein. Ce ne sont pas les enseignants d'histoire-géographie qui sont à même seuls de pouvoir traiter les choses. Et je pense que dans ce cadre-là, ce qui est majeur également, c'est la maîtrise de la langue française. Parce que pour pouvoir se comprendre, il faut avoir un code de communication commun. Et ce code de communication, il passe par la maîtrise de la langue. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Madame le vice-recteur. La tâche est extrêmement compliquée. Nous sommes dans une république laïque, avec un enseignement laïque, et on essaye de faire, excusez-moi pour l'expression, elle n'est pas appropriée à mon avis, mais faire la leçon sur des confessions, notamment musulmanes, ou alors sur le terrorisme, qui touche à des religions. C'est compliqué de mêler les deux. Faire la leçon, quand je dis faire la leçon, c'est dire attention, n'allez pas dans cette direction. C'est extrêmement compliqué pour eux. En tout cas, ce n'est pas l'école qui dit ça. L'école, elle dit il y a une loi. Quand il y a délit, quand il y a des faits répréhensibles, c'est la loi qui fait en sorte que la sanction soit donnée et exprimée. Mais ça n'est pas, on ne se venge pas. Voilà. Dans la République, on ne se venge pas. Et donc l'école ne fait pas la leçon par rapport à ce que vous dites. En revanche, elle essaye de faire comprendre ce que sont les religions, ce que sont les connaissances, ce que sont les croyances et comment on se construit entre ces deux éléments. La liberté d'expression, c'est quelque chose d'important dans notre République. C'est même l'un des fondements de notre République. Vous l'expliquez, est-ce que vous profitez, entre guillemets, profitez de ce qui s'est passé pour essayer d'enseigner autre chose aussi au travers de la liberté d'expression et surtout expliquer les limites de la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression, oui, mais il y a aussi des limites. Absolument. C'est ce qu'on appelle le débat, c'est ce qu'on appelle le contradictoire. Ce sont des modalités qui sont utilisées dans les cours de toutes les disciplines et qui permettent justement aux jeunes d'entendre des avis différents et de pouvoir se positionner au regard de ces avis différents et de les accepter et de pouvoir après caractériser ce qu'ils entendent. Ils peuvent tout à fait être en capacité de dire ce que j'entends là est totalement inadmissible. On a des gamins qui nous ont appelés ou envoyé des mails ou au travers de Facebook qui disent « Moi je ne suis pas Charlie, ils ont blasphémé mon prophète, je ne suis pas d'accord avec ça ». Ça, il a le droit de le dire. Absolument. Alors non seulement il a le droit de le dire, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il dit ça, ce qu'il connaît du blasphème, pourquoi il considère que le blasphème est quelque chose qui est totalement impossible à entendre pour lui et à recevoir. Et c'est à partir de là qu'effectivement, il y aura vraiment un vrai apprentissage. Et le blasphème n'est pas répréhensible par la loi. Absolument, ça n'est pas un délit. Flo, même une question à vous poser. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Justement, au-delà de l'affrontement possible d'idées et qui peut dégénérer vite avec des ados entre élèves ou entre élèves et enseignants, il faut gérer dans les établissements ce que les parents peuvent faire passer comme message à leurs enfants, qui plus tard apprendront ce qu'est le choix et le libre arbitre. Comment on peut gérer ça hors du cadre scolaire, c'est-à-dire est-ce que ce sont vraiment leurs idées ou est-ce que vous avez un moyen d'aller lutter contre un message qui viendrait de la famille ? Mais on lutte pas contre un message qui vient de la famille. On n'a aucune légitimité à dire que ce que dit tel parent n'a pas de valeur. Le problème n'est pas du tout de cette nature. L'école est là pour essayer de former à la citoyenneté, de faire en sorte que l'élève se construise, acquiert des connaissances, je l'ai déjà dit, mais aussi pour se construire dans la société de demain qu'il va former avec l'ensemble de ses camarades. Donc, à partir de là, il nous revient de pouvoir expliquer à un parent que ce qu'il dit, s'il vient l'exprimer dans l'école, est totalement inadmissible au regard des valeurs de la République et que tout ce qu'il peut dire à son enfant doit se faire dans le cadre aussi des valeurs de la République dans laquelle il est. Donc on ne peut pas accepter, et c'est exactement le message que nous avons donné au chef d'établissement hier, on ne peut pas accepter des propos de cette nature-là. C'est absolument pas possible. Alors qu'est-ce que vous faites quand il y a ce genre de propos qui est tenu ? On fait exactement la même chose qu'avec les enfants, c'est-à-dire qu'on prend du temps, on discute, on échange et on est plusieurs à agir dans ce sens. On parle de l'école, mais je vais recevoir aussi les associations partenaires de l'école et puis je vais recevoir aussi le CAVL, c'est-à-dire le conseil académique de la vie lycéenne, parce que je pense que c'est aussi par les pairs et par les jeunes
qu'on arrivera à faire comprendre et que le message passera. Samuel Bocher. La ministre de l'Éducation nationale à l'Assemblée nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a dit dans un discours très courageux que l'école de la République n'était pas à la hauteur malgré la qualité des enseignants. En quoi l'école n'est pas à la hauteur à l'heure actuelle face à cette situation ? L'école n'est pas à la hauteur puisque l'école n'a pas réussi à faire en sorte qu'elle permette aux jeunes de pouvoir comprendre les événements, c'est-à-dire qu'on voit bien que tous les enseignements qui sont dispensés sont des enseignements qui sont peut-être pas suffisamment interdisciplinaires et qui ne permettent peut-être pas assez de donner du sens aux jeunes et de leur permettre de se situer. Voilà. Alors en même temps, on est dans un temps qui est un temps dur, qui est un temps très émouvant, et c'est normal qu'il y ait du découragement, mais il nous faut absolument rebondir et ne pas considérer que ces événements sont les seuls événements qui doivent nous faire agir. Il nous faut pouvoir anticiper pour que jamais plus ça ne se reproduise. Madame le vice-recteur, à la rentrée des classes, c'était lundi. Vous êtes arrivée hier. Les vacances sont un peu prolongées pour vous ? Pas vraiment, je suis allée au ministère pour justement essayer de faire valoir les besoins du territoire de Mayotte. Et vous ramenez quelque chose? Alors, des souvenirs? Je ramène plein de souvenirs. La charcuterie, beaucoup d'énergie, et puis je ramène aussi beaucoup de moyens pour le territoire. Quand je dis beaucoup de moyens, c'est nous allons avoir des personnels de direction en nombre supérieur. Nous allons avoir aussi un nombre d'enseignants dans le premier et dans le second degré qui va être conséquent. J'espère maintenant que la ressource viendra sur le territoire, puisqu'il ne suffit pas d'avoir les postes, il faut que les gens viennent sur le territoire pour pouvoir enseigner aux jeunes. Et à ce titre, j'aimerais vraiment qu'un autre message que celui de la violence et des incivilités soit transmis de l'autre côté de la métropole, parce que Mayotte, c'est aussi bien autre chose. Nous aurons des infirmières supplémentaires, des assistantes sociales. Dans les établissements. Hein. Dans les établissements. Nous aurons des CPE, 7 CPE supplémentaires. Et puis, nous aurons aussi 5 jeunes participants à l'équipe mobile de sécurité qui, du coup, augmenteront le nombre de ceux qui sont actuellement sur le terrain. Vous avez bossé pendant les vacances? Oui, mais vous voyez, c'est vous qui dites que je suis en vacances. Madame le vice-recteur, dernière question. Le principe REP+, ça fonctionne? On a déjà des remontées, des résultats? Alors, on ne peut pas avoir des résultats. On a un REP+, donc préfigurateur, qui travaille et tout le département est en REP? Non, mais ça, si vous voulez, pour l'instant, ça c'est pour la rentrée prochaine. D'accord. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de différent. Ouais. Le fait que tout Mayotte soit en éducation prioritaire, c'est seulement la reconnaissance de la problématique sociale. Donc, voilà, ça c'est acté. Maintenant, il y aura 8 REP+ à la rentrée prochaine. Et donc, nous commençons à faire travailler les équipes. Et donc, nouvelle annonce aussi, nous allons avoir sur le territoire un professeur d'université qui va venir, qui s'appelle André Antibi, et qui travaille sur l'évaluation et les acquis des élèves, et qui va venir pendant une semaine pour exposer ses thèses et nous accompagner l'ensemble de nos établissements pour ensuite essayer de faire ce premier pas vers le REP+. Je sais pas s'il nous reste une poignée de secondes. Je les prends quand même. Je suis trop bavarde. Deux mots sur les rythmes scolaires. On en entend toujours parler. Votre sentiment sur ce qui se passe? Écoutez, 70% des écoles avaient trouvé une organisation qui était conforme et qui permettait donc d'améliorer les apprentissages des enfants. J'ai entendu des parents, des élus, des enseignants dire que les enfants apprenaient mieux et qu'ils découvraient de nouvelles disciplines. Ils ne font plus que des maths et du français. Tout n'est pas terminé, il y a encore des difficultés qu'il nous faudra lever. En revanche, je pense qu'on arrivera à faire quelque chose de très bien pour la rentrée de 2015. Merci beaucoup Madame le vice-recteur d'avoir répondu à nos questions d'une part, et puis de vous être déplacé si tôt pour cette émission. Temps de parole, allez c'est tout pour le moment. Tout de suite, la suite de nos programmes.